Le sous-marin moderne est un prodige d'ingénierie militaire. Capable de diverses missions, dont des attaques anti-surface et terrestres, ils sont une menace cachée tapie dans les profondeurs. Mais un seul sous-marin américain moderne pourrait-il défendre Pearl Harbor de la force de frappe impériale japonaise qui a presque paralysé l'effort de guerre américain avant même qu'il ne commence? Découvrez-le dans l'épisode du jour de The Infographics Show. Le 7 décembre 1941, le jour d'infamie, a été un choc pour l'isolationnisme américain, propulsant les États-Unis dans un conflit mondial. Mais que se passerait-il si un sous-marin américain moderne voyageant dans le temps entrait dans les eaux du Pacifique quelques jours avant l'attaque fatidique? Un sous-marin d'attaque nucléaire de classe Virginia aurait-il pu changer le cours de la guerre? Commençons par examiner la force d'attaque japonaise. À l'époque, la force de frappe, première flotte aérienne, comptait plus de 420 avions de combat, constituant la plus grande force aérienne navale jamais assemblée et la flotte la plus puissante de l'histoire humaine. Comparée aux forces conventionnelles, une telle puissance navale n'avait pas été démontrée avant la tempête du désert. 6 porte-avions constituaient l'élément frappant de la flotte. Chaque porte-avions variait légèrement, mais était protégé par une combinaison de canons anti-aériens de 5 pouces et de 25 mm. Certains étaient même équipés d'une ceinture blindée à la ligne de flottaison pour se protéger des attaques de torpilles, bien que cela ne soit généralement pas plus que quelques pouces de blindage en acier et destiné à minimiser l'effet d'une attaque de torpille, pas à l'annuler. Pour le combat navire contre navire, ou le combat anti-sous-marin, les porte-avions comptaient entièrement sur leurs ailes aériennes et pouvaient employer des avions de reconnaissance qui fouilleraient l'océan à la recherche de menaces, puis dirigeraient des bombardiers, torpilleurs ou en piqué sur un sous-marin ennemi. Étant donné que les sous-marins de l'époque passaient plus de temps au-dessus de l'eau qu'en dessous, il faudrait un certain degré de chance pour prendre l'avantage sur un porte-avions japonais. 23 sous-marins ont également suivi la force de frappe avec la capacité de déployer 5 de leurs propres sous-marins nains. Alors que les sous-marins d'attaque moderne se spécialisent dans la chasse et la destruction des sous-marins ennemis, ce n'était pas le cas à l'époque. Les sous-marins de la flotte se déplaceraient plutôt en avant du reste de la flotte et entoureraient les îles hawaïennes pour lancer des attaques sur tout navire américain tentant de fuir. Les sous-marins de poche se rapprocheraient du port lui-même pour lancer des torpilles contre les navires à quai. Pour le combat de surface à surface, 2 cuirassés accompagnaient la flotte, le Hiei et le Kirishima. Arborant un impressionnant arsenal, comprenant 8 canons de 14 pouces et une ceinture d'armure en acier, le Hiei et le Kirishima étaient des navires de guerre les plus puissants à prendre la mer et resteraient les navires les plus puissants de la marine impériale japonaise pendant toute la durée de la guerre. Pour la défense des navires et aériennes, le groupe de bataille comprenait 8 croiseurs capables de lancer et de récupérer un contingent d'hydravions. Les croiseurs lourds avaient suffisamment de puissance de feu pour faire face à la plupart des menaces de surface également, y compris 8 canons de 20 cm et 12 tubes de torpilles de 24 pouces qui pouvaient déployer un éventail de torpilles contre les navires ennemis. 30 destroyers accompagnaient la flotte pour la défense aérienne et agissaient en conjonction avec des avions de reconnaissance pour se protéger des attaques de sous-marins. Ces derniers transporteraient une variété de canons de 5 pouces et jusqu'à 32 canons anti-aériens, ainsi que 8 tubes de torpilles et le plus important, 36 charges de profondeur chacun. Les Japonais avaient investi massivement dans la recherche anti-sous-marine, notamment dans les équipements de détection d'écho, les charges de profondeur et même les détecteurs magnétiques pour avions afin de repérer les menaces immergées. Malgré cela, des problèmes d'approvisionnement et un manque de formation ont empêché le personnel japonais d'exploiter pleinement ces outils. La plupart des navires d'escorte n'ont jamais été équipés de radars de recherche de surface, malgré les avantages bien connus des Japonais. Étonnamment, malgré le fait que le radar aéroporté ait été mis en œuvre dans les chasseurs de sous-marins japonais et se soit révélé très efficace pour localiser les sous-marins américains en surface, son utilisation était seulement limitée aux conditions nocturnes et de mauvais temps, car on croyait que l'observation visuelle était plus fiable. Les Japonais avaient cependant déployé avec succès un détecteur d'anomalies magnétiques aéroporté ou un détecteur d'anomalies magnétiques et l'avaient utilisé avec beaucoup de succès. Cependant, seuls les meilleurs pilotes pouvaient être assignés à cette tâche dangereuse car elle nécessitait de voler à environ 30 pieds au-dessus de la surface de l'océan, permettant au détecteur d'anomalies magnétiques
de détecter les sous-marins submergés à des profondeurs d'environ 400 pieds. Bien que les Japonais aient affirmé que dans des conditions idéales, ils pouvaient détecter des sous-marins aussi profonds que 800 pieds, les Japonais accordaient une grande importance à l'utilisation du sonar pour leurs navires d'escorte. Les navires japonais pouvaient détecter des sous-marins à des distances de plus de 2000 mètres, mais seulement si le navire à l'écoute était arrêté ou se déplaçait très lentement. Toutefois, l'équipement d'écolocalisation japonais était inférieur à celui des États-Unis, comparable au modèle américain des années 30. Les charges de profondeur japonaises, d'un design obsolète durant toute la guerre, avaient des capacités limitées. Le Japon entrerait en guerre avec le type 95 jusqu'à adopter le type 2 en 1942. Les deux charges de profondeur fonctionnaient en remplissant un cylindre interne avec de l'eau de mer, le débit d'entrée dans le cylindre étant affecté par la taille de l'ouverture. Plus l'ouverture était large, plus le cylindre se remplissait vite et plus la charge explosait tôt. Mais le rayon d'action diminuait à mesure que la charge était réglée pour exploser plus profondément. Les Japonais larguaient des charges de profondeur sur une vaste zone et à différentes profondeurs, ne pouvant déterminer la position exacte des sous-marins américains submergés. Selon les capitaines américains, peu de charges explosives japonaises ont explosé à plus de 122 mètres de profondeur, assurant la sécurité des sous-marins US en profondeur. Les marins japonais réglaient aussi leur charge de profondeur pour exploser trop en surface, sous-estimant grandement les profondeurs où naviguaient les sous-marins américains. Ils ont également échoué à rester persistants dans leurs efforts de recherche et de destruction, quittant souvent une zone de contact avec très peu de preuves d'une tuerie réussie, permettant à de nombreux sous-marins américains de survivre à ce qui aurait pu être des contacts fatals. Affrontant l'ensemble de la première flotte aérienne de la marine impériale japonaise, il y a un seul sous-marin d'attaque nucléaire moderne de classe Virginia. La classe Virginia est le nouveau sous-marin d'attaque de pointe des États-Unis. Pour déployer ses forces à l'étranger, les États-Unis ont à nouveau opté pour l'énergie nucléaire plutôt que conventionnelle pour son nouveau sous-marin. C'est un concept délicat à mettre en œuvre, simplement en raison du fait qu'un réacteur nucléaire ne peut pas être éteint et il nécessite un pompage constant d'eau pour rester frais. Cela introduit un grand nombre de pièces mobiles qui peuvent générer beaucoup de bruit, ce qui a conduit les États-Unis à investir des milliards pour rendre l'énergie nucléaire suffisamment furtive pour la guerre du XXIe siècle. La classe Virginia est conçue en pensant à l'avenir et à une variété de missions. Chaque sous-marin de cette classe est capable d'opérer à la fois en eau profonde, le domaine traditionnel des sous-marins, et dans les eaux côtières peu profondes. Les sous-marins sont équipés de différentes armes, dont des tubes de torpilles et les nouveaux tubes de charge utiles Virginia, remplaçant les anciens tubes du système de lancement vertical pour plus de capacité et de flexibilité. Cela permet au Virginia de lancer jusqu'à 12 missiles de croisière Tomahawk, ou 28 dans la mise à niveau Block 5, pour attaquer des cibles terrestres et navales de surface depuis la sécurité des profondeurs. Un accent particulier a été mis sur la capacité à déployer des forces spéciales sur des plages hostiles, avec une salle de torpilles reconfigurable qui peut accueillir un contingent de FS avec leur équipement. Le sous-marin a également la capacité de transporter des charges utiles hors bord, telles que des contre-mesures électroniques, et une extension de corps de 100 pieds permet au nouveau Virginia de transporter des modules de mission supplémentaires, ce qui en fait les deuxièmes plus grands sous-marins jamais construits par les États-Unis, derrière la classe Ohio. La salle de contrôle a été placée un pont plus bas que la normale pour être mieux protégée et offrir plus d'espace pour davantage de systèmes de capteurs, tout cela grâce à l'adoption de mâts photoniques qui abritent des caméras visibles et infrarouges. Le bateau peut également utiliser le radar de recherche et de navigation de surface AN/BPS-16 ainsi qu'un ensemble de guerres électroniques intégrés dans le mât. Les communications par satellite permettent à la Virginia de transférer rapidement des données cruciales. Contrairement aux sous-marins traditionnels, le Virginia utilise un propulseur à jet de pompe plutôt qu'une hélice à pales. Le jet de pompe permet aux sous-marins de se déplacer à des vitesses plus élevées sans risque de cavitation ou de création de bulles dans l'eau. Historiquement, cela a été une source significative de bruit pour les sous-marins et une limitation de leur capacité à opérer à haute vitesse tout en restant furtifs. Le fonctionnement exact du design du jet de pompe de Virginia est classifié, mais ce jet permet à Virginia d'exploiter pleinement sa puissance nucléaire et d'atteindre des vitesses supérieures à celles des sous-marins diesel conventionnels.
La classe entière est conçue avec une architecture ouverte permettant un remplacement et des mises à niveau aisés des composants individuels en fonction des avancées technologiques. Le système Sonar comprend une architecture de système ouverte qui permet des mises à niveau matérielles tous les 4 ans avec des mises à niveau logicielles tous les 2 ans. Pour les capteurs réels, le Virginia utilise un actif et passif sphérique monté sur l'étrave BQQ, DIX, un réseau sonar, ainsi qu'un réseau passif à large ouverture sur les flancs et des réseaux actifs à haute fréquence sur la quille et la nageoire. Le bloc 5 du sous-marin augmentera son coût, mais ajoutera également de grands réseaux sonars supplémentaires le long des flancs du sous-marin, le transformant essentiellement en une énorme oreille. Toutefois, le sonar actif attire une attention indésirable, donc le bateau peut utiliser un réseau remorqué assez loin derrière pour garder les sous-marins hors de portée des torpilles ennemies. La classe Virginia possède un système de réduction de signature électromagnétique améliorant sa furtivité face aux détecteurs d'anomalies magnétiques. Il a également la capacité de lancer une variété de drones sans pilote depuis ses tubes de torpilles, qui peuvent être utilisés dans la guerre anti-mine ou pour la surveillance générale. Le bateau peut également disperser des essaims de capteurs pour mener une surveillance électronique et espionner les communications ennemies. Le Block 5 peut transporter un total de 65 torpilles, missiles Tomahawk ou Harpoon. La torpille Mark 48, conçue en 1968, a reçu de nombreuses mises à niveau pour rester pertinente. La dernière génération de torpilles comprend un sonar à réseau phasé 500E500 qui permet au sous-marin de peindre une image acoustique de son environnement sans avoir à tourner physiquement son nez. Le Mark 48 a été amélioré dans le cadre du programme d'amélioration de torpilles furtives. En développement depuis 2003, le but du programme est d'augmenter la furtivité des torpilles américaines, y compris la réduction de signatures et des sources de carburant alternatives telles que les piles à combustible électrique. La torpille pourrait également avoir la capacité de se propulser hors d'un tube de torpille plutôt que de compter sur les lanceurs traditionnels à air comprimé qui produisent beaucoup de bruit et peuvent alerter l'ennemi de la présence et de la localisation d'un sous-marin allié. Lequel des deux camps l'emporterait selon vous? Un seul sous-marin, face à la plus grande flotte japonaise de toute la guerre, peut sembler exagéré, mais le Virginia apporte une puissance de feu sérieuse. D'abord, oubliez que les Japonais puissent la détecter. Opérant bien en dessous de sa profondeur de test publiquement reconnue de 800 pieds, le Virginia serait invisible pour les avions de patrouille anti-sous-marins. Avec ses caractéristiques furtives avancées et une combinaison d'équipements sonars japonais mal entretenus et d'équipages insuffisamment formés, le seul avertissement que les Japonais auront est lorsque leurs navires commenceront à couler. Bien que détecté, le Virginia navigue trop profondément pour que les charges de profondeur japonaises fonctionnent. Avec une profondeur maximale de 480 pieds, les charges de profondeur japonaises n'atteindraient qu'à peine plus de la moitié de la profondeur publiquement reconnue à laquelle un sous-marin de classe Virginia peut naviguer. Et il est important de se rappeler que les Japonais étaient réputés pour ne presque jamais régler leur charge de profondeur pour exploser à cette profondeur en premier lieu. Ce serait un jeu d'enfant pour le sous-marin Virginia qui n'aurait besoin de faire surface qu'à environ 200 pieds pour utiliser ses Tomahawks de frappe maritime, tout en étant capable de tirer son plein complément de torpilles à des profondeurs bien plus grandes et hors de portée. Avec une portée d'environ 2 douzaines de miles, les torpilles Mark 48 pourraient être tirées tout en gardant le Virginia à l'abri des armes anti-sous-marines primitives de la flotte japonaise. La question est de savoir si le Virginia pourrait transporter assez d'armement pour détruire toute la flotte. Avec 46 navires de surface et un complément limité de torpilles, le Virginia pourrait ne pas être en mesure de couler toute la flotte, mais il pourrait en couler la plupart et endommager considérablement le reste. Le bateau est restreint à un total de 65 armes, incluant les missiles de croisière Tomahawk et les torpilles Mark 48. Le missile de croisière Tomahawk contient une ogive de 1000 livres et serait approprié pour éliminer les destroyers japonais ou endommager considérablement les 8 croiseurs d'accompagnement. Il est peu probable qu'un seul coup entraîne un naufrage. Cependant, il infligerait certainement une mission mortelle et pourrait laisser le navire échouer pour une destruction ultérieure par des navires américains supplémentaires. L'arme la plus adaptée pour la tâche et celle qui sonnerait le glas pour les grands porte-avions de la flotte et les cuirassés est le Mark 48. La ceinture d'armure conçue pour protéger les navires de l'époque contre les torpilles serait inutile ici,
car les torpilles modernes fonctionnent complètement différemment des variantes de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les torpilles de la Seconde Guerre mondiale comptaient sur une frappe directe sur le navire et la création de grands trous, leur efficacité était limitée grâce à la compartimentation, ce qui facilitait l'isolement des zones endommagées et limitait les inondations. Les torpilles modernes ne frappent pas les navires ennemis. Au lieu de cela, elles naviguent en dessous puis explosent. L'eau étant peu compressible, l'onde de choc résultante cherche le chemin de moindre résistance vers la surface. L'onde de choc pousse l'eau vers le navire ennemi et la dépasse, laissant derrière elle une bulle de vapeur à basse pression ou un vide dans l'océan. Cette bulle frappe le navire juste quelques millisecondes après l'onde de choc, avec l'onde de choc qui pousse le navire vers le haut et fait fléchir la quille pour l'endommager. Ensuite, la quille affaiblie du navire s'effondre vers le bas dans la bulle de vide directement en dessous, ce qui la fait s'affaisser au milieu et peut potentiellement briser le dos du navire. L'eau environnante se précipite vers le centre de la bulle lorsqu'elle s'effondre, créant un courant d'eau à haute pression qui est poussé vers le haut et qui explose dans le navire par le bas, frappant la quille brisée ou considérablement affaiblie pour un coup de grâce final. Le Virginia en défense décimerait à lui seul la flotte japonaise attaquante, au point de presque détruire entièrement son complément de surface. Bien que le Virginia soit construit pour éliminer les sous-marins ennemis, ceux-ci seraient probablement ignorés au profit des navires de guerre de surface plus importants et des pétroliers d'accompagnement, sans lesquels les sous-marins japonais seraient forcés de faire surface et d'espérer un sauvetage qui ne viendrait pas étant donné la distance incroyable, ou de tenter de contacter une flotte de nettoyage américaine ou de demander du secours. Allez maintenant voir World War Z, la guerre russo-japonaise expliquée, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.